Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Saint-Martin, les Antilles ou le tripode. Les touristes qui débarquent sur l'île de Saint-Martin s'engagent dans des rues commerçantes étroites qui sont une babel du shopping. Le multilinguisme est la règle et l'on tire l'étrange sentiment d'un immense centre commercial où seul l'appétit du gain constitue le ciment d'une communauté qui n'a pas plus d'histoire que d'avenir. Même les musées qui glorifient l'arrivée des premières tribus arawaks sentent la poussière et l'ennui d'un gardien qui ne se sent pas concerné par ce frêle curriculum indigène. Saint-Martin, descendance opaque de comptoirs coloniaux dont le désintérêt pour un rocher sans ressources a vite dissipé l'importance. Peut-être, mais pour le résident qui prend la peine de s'intégrer dans la négritude locale ou dans le mal d'âme de ressortissants occidentaux et de communautés asiatiques, les choses sont perçues différemment. Nous sommes au cœur d'un tripode. Le premier pôle est caractérisé par les survivants d'une lignée d'esclaves africains ferraillés à Anguilla ou à Curaçao et exportés par la Dutch West Indies Company. La grande maîtresse du négoce international, les Pays-Bas, qui constituent le second pôle, a régné sur les Caraïbes pendant 2 siècles et a laissé sur place, à défaut d'une âme, un savoir-faire commercial. Mais voilà qu'arrive le dernier prétendant aux rivalités coloniales, l'Empire français, plus intéressé par la conquête que par l'exploitation des îles et qui impose sa culture politique fondée sur une administration que l'on croirait dévouée à l'encadrement des autochtones. Tout laisse des traces et malgré le film invisible de Chaîne brisée, nous voyons émerger une nouvelle communauté qui cherche une identité propre mais toujours respectueuse de son acte de naissance. Le tripode se désagrège, vaincu davantage par la mondialisation des échanges que par le brassage des ethnies, même si chaque communauté a gardé un semblant de singularité à l'aide de traditions ancestrales. Un peuple sans nation. Il serait bien prétentieux de décrire les particularismes de l'homme noir antillais. Le versant africain, bien lointain, est plutôt un réflexe de solidarité face à l'oppression. La traite humaine a son histoire, des Capverdiens enchaînés et déracinés aux Noirs américains qui enflammaient les quartiers misérables de Géorgie ou d'Alabama au nom d'un peuple qui a mangé le sel de la terre afin de satisfaire quelques pays ruinés rêvant d'or ou de cuivre. 1. La foi, ainsi qu'une intense fraternité ont été leur seul rempart contre la sauvagerie des colons. Le chant de la douleur a remplacé les psaumes pour se muer en poésie messianique, et la solidarité a pris corps, rappelant l'union des premiers chrétiens jetés en pâture au lion des cirques. Une des langues antillaises, le papiamento, indispensable à la soudure d'un peuple, devait comme le reste montrer sa force et ses limites. Mélange hétéroclite de syntaxe africaine, de portugais puis par strates, d'espagnol, d'anglais et de français, il ne pouvait aspirer à coller au destin d'une nation déjà étiolée par la fin des puissances coloniales. L'abolition de l'esclavage et la tentation de poursuivre des rapports privilégiés avec les pays riches ont liquidé le reste de l'héritage. Les métropolitains, installés aux Antilles, sont souvent accusés par les élus locaux de rester indifférents au destin de la négritude locale, mais quel avenir peuvent proposer ces derniers si ce n'est pas celui de leur propre illusion ? La population noire caribéenne ne revendique son indépendance que lorsqu'elle se sent négligée, lorsqu'elle croit que les revenus versés par l'État, au titre des prestations sociales ou des équipements collectifs, sont inférieurs dans les îles aux contributions métropolitaines. En résumé, le malaise naît d'un sentiment d'exclusion d'un processus d'assimilation inspiré par les nations occidentales. Le statut d'ancien esclave n'est pas sujet à indemnisation. Les anciennes puissances coloniales et les États-Unis accordent facilement l'indépendance à qui en fait la demande et soulignent à chacun leur contribution importante pour une émancipation qui met la population noire à un niveau égal à celui des pays dits émergents. Ils omettent de rappeler que cette contribution reste active lorsque les relations économiques demeurent dans leur zone d'influence, esprit colonial oblige, et il est à cet égard pittoresque de voir que d'un spécialiste des Caraïbes à l'autre, la dominante est anglo-saxonne ou latinophile selon leur affinité politique. La fin du rêve hollandais. Les Hollandais nous quittent, chuchote-t-on dans quelques tavernes de Sint-Maarten. En 1982, la raffinerie Shell ferme ses portes à Curaçao et les Pays-Bas n'ont plus rien à exploiter dans des contrées où la culture de la mère patrie s'est évaporée depuis des lustres.
Il était une grande époque où les comptoirs hollandais représentaient la vertu même du commerce international, c'est-à-dire l'assurance de l'exploitation et de la livraison des marchandises, ainsi que la transaction dans un étalon monnaie-papier garanti par la grande bourgeoisie néerlandaise. La stabilité des échanges avait alors un prix. L'absence de tout coût social et une forte productivité, en termes clairs, un esclavagisme bien rodé. Le déclin des puissances occidentales a sonné le glas de la Compagnie des Indes, orientale d'abord, occidentale par la suite. En l'absence d'esclaves, le commerce était anéanti. Il y avait bien pire. Contrairement aux anglo-saxons et aux français, le mercantilisme hollandais n'avait pas de prolongement culturel. La langue n'avait aucune vertu de globalisation, et les arts diffusés dans les grandes villes de Hollande ne représentaient en rien les avancées commerciales prodigieuses et exotiques du pays conquérant. Quant aux connaissances fondamentales, elles étaient le plus souvent empruntées aux Anglais qui étaient bien plus avisés pour les appliquer dans le Commonwealth. Curaçao et la Fédération des Antilles néerlandaises désirent, peut-être, rester des sujets de la couronne batave, mais il n'est pas certain que l'inverse soit vrai et la véritable question est de savoir ce que veulent les Pays-Bas de nos jours. Limiter leur développement à des entreprises de haute technologie, chimie, électronique, et promouvoir un esprit de nationalisme fervent où les populations immigrées n'ont plus leur place. Les appels à la discrimination formulés par le nouveau gouvernement de La Haye rappellent les thèmes de l'extrême droite française. Le poids de l'étranger devient insupportable et la Fédération des Antilles néerlandaises disparaîtra tôt ou tard, faisant les frais d'une politique budgétaire restrictive ou victime d'une abolition des privilèges fiscaux par le gouvernement hollandais. Si les Pays-Bas ne font plus recette, quel modèle suivre ? La pente naturelle est de s'abriter sous les ailes de l'hyperpuissance américaine toute proche, tant détestée par les autochtones de tout poil, jusqu'en 1970 pour son élitisme blanc, sa religiosité ségrégationniste et ses prétentions impérialistes. Voilà que les mentalités s'inversent et admettent dans le corpus américain l'intégration accélérée des minorités noires puis latines. Pax Americana. La Seconde Guerre mondiale a bouleversé la donne dans les Antilles, car contre l'avis des Britanniques qui désiraient opérer un blocus des îles françaises administrées par des gouverneurs de Vichy, les Nord-Américains ont imposé leur présence en échange de la protection des populations autochtones, dans le but premier d'éviter les incursions sous-marines nazies. Les bases militaires installées dans les Caraïbes comme sur la côte d'Amérique latine ont été d'autant mieux accueillies que les populations locales goûtaient difficilement les efforts de privation exigés par la France et l'Angleterre. Après le second conflit mondial, priorité a été donnée au peuplement de l'Amérique. Les Noirs caribéens qui survivaient misérablement dans des contrées dénuées de toute ressource ont pu, pour certains, rejoindre les États du sud des États-Unis et garder des relations privilégiées avec leurs familles notamment issues des anciennes colonies britanniques, hollandaises et des territoires américains. Les États-Unis, multiethniques, multiculturels sont pour beaucoup une évolution naturelle. La première puissance mondiale a favorisé l'essor intellectuel des minorités qui occupent actuellement les premiers postes dans les technologies de la communication et dans les sciences fondamentales. Ce faisant, les États-Unis tissent des relations étroites avec les pays d'origine de ces chercheurs, majoritairement asiatiques, et dénouent progressivement les alliances traditionnelles avec les pays de l'OCDE. Nous ne suivrons pas Alain Mine. 2. Lorsque ce dernier prévoit une évolution de l'establishment politique qui propulsera un jour à la Maison-Blanche des personnes de couleur, car le Fonds néoconservateur américain est toujours synonyme de race blanche mais nous concevons avec lui un important métissage des responsabilités, dans les partis au pouvoir, avec des citoyens qui ne sont pas nés sur le territoire américain ou qui sont issus de populations de couleur. West Point n'est plus le symbole de l'élitisme consacré par la doctrine militaire américaine. Un nouveau comportement se généralise aux États-Unis, que les Européens ne comprennent ni ne partagent, c'est la dichotomie de la rationalité. Celle-ci rayonne de plein droit dans les universités et autres instituts scientifiques. Elle montre la toute-puissance du brainstorming, dans les nouvelles technologies. Elle est le reflet du pouvoir mondial des masters tels que Microsoft ou AOL, mais elle ne pénètre ni les relations sociales ni l'intimité intellectuelle de ses citoyens. Nous avons pu sourire des allégations messianiques de George Bush,
il n'empêche que ses incantations sur la lutte contre le mal, sur le rôle prophétique de l'Amérique dans la défense mondiale des libertés, ou la continuité de l'œuvre d'Israël, ont assuré son succès aux dernières élections présidentielles. Cette religiosité est partagée par bon nombre d'Américains. Elle connaît un regain passionné parmi les populations noires et latines, et son influence s'étend jusque dans les favelas ou autres quartiers pauvres de la Jamaïque, de Grenade, de Curaçao et Sint Maarten. Le relais idéologique est assuré par les missionnaires de tout acabit, pourfendeurs de l'avortement, du clonage et avocats à charge pour la peine de mort. Le miracle s'arrête là. Dans le psychodrame qui lie l'Amérique aux pays émergents, l'énamoration, pour paraphraser Lacan, mélange de haine et d'amour, se justifie par le comportement narcissique et ultra-égoïste de l'Amérique. Le grand savoir-faire des États-Unis est la création de richesses qu'elle paye à crédit, et au mieux sur l'épargne de ses partenaires. La dette commerciale par rapport à la Chine est de 120 milliards de dollars, mais quel créditeur oserait réclamer au Trésor américain une contrepartie dans une autre devise ? 3. Un pauvre fou qui se ruinerait en même temps que sa banque, ou un pays qui n'aurait plus rien à vendre comme de nombreux États d'Amérique du Sud. Le FMI, dominé par les Américains, apprend aux États pauvres à épargner et à protéger l'essor économique, en clair, à alléger les charges d'une poignée d'industriels sans se soucier de la misère ambiante. Processus inexorable quand la richesse d'une nation est libellée en dollars et soumise aux variations du taux de change souhaité par la Banque fédérale américaine. Quelle politique adopter ? Aller brûler la bannière étoilée à Porto Alegre ? Certainement, car l'Amérique, comme les autres puissances, doivent entendre le sort des déshérités. Mais quelle est l'alternative crédible ? Castro ou Lula vocifèrent en public, mais jouent la prudence dans les coulisses et se remettent discrètement entre les mains du G8. Les Américains ont l'habitude et font le gros dos. Ils peuvent mépriser le procès en sorcellerie qui leur est fait. Quoi qu'on en dise, les scientifiques du tiers-monde viennent se perfectionner chez eux, et le pillage des ressources des pays pauvres est davantage l'œuvre des anciennes puissances coloniales. La richesse par habitant aux États-Unis dépasse largement celle des autres pays développés. Les Américains vantent les mérites du libéralisme et critiquent le poids de la dépense publique qui entrave les économies occidentales. Dans les Antilles néerlandaises, sauf Sint Maarten, où les États-Unis assurent 3/4 des importations de produits courants, cette suprématie est vécue avec une certaine fatalité, la conviction générale étant d'appartenir à un espace marchand dominé par l'Amérique. L'anglais comme langue maternelle et l'usage courant de cette langue, la possibilité pour une certaine élite d'accéder aux universités de Floride ou de Puerto Rico renforce le sentiment d'adhésion à l'espace américain. Le partage de l'île ainsi que les traités signés par la France et la Hollande ont singularisé Saint-Martin. Car si cette division peut être jugée comme désuète au regard des similitudes ethniques, elle n'en conserve pas moins l'image de deux mondes qui se différencient de plus en plus. La petite Floride de Phillipsburg et le village colonial de Marigot. À quelques encablures, deux conceptions éloignées de la vie sociale, deux administrations sans la moindre ressemblance, deux monnaies conflictuelles, enfin deux pratiques commerciales ou juridiques fondamentalement différentes cohabitent. Et pourtant, les uns scrutent les autres pour évaluer leurs performances économiques et sociales et en profiter le cas échéant. Quelles sont, à l'aune du XXIe siècle, les relations de la France avec ses territoires ultramarins et au-delà de l'Hexagone, le rapport de l'Europe aux régions ultra-périphériques ? La France cherche des territoires. Le spectre du néocolonialisme rôde toujours. Depuis la guerre d'Algérie, et dès que l'on parle de dépendance plus ou moins lointaine, les autorités françaises sont partagées entre un réel désir d'ouverture et la crainte d'une réaction violente contre l'occupation métropolitaine. L'émancipation est un devoir républicain qui se dénature lorsque les autochtones exigent un régime de faveur lié au droit du sang ou au privilège de la langue. Quoi qu'on en dise, l'accès aux universités et à la haute administration n'a jamais été ralenti dans les îles, mais les nationalistes en veulent davantage, comme en Corse. Une discrimination positive pour les natifs de l'île et l'intégration obligatoire dans le cursus scolaire de la langue régionale qui n'est ni inscrite dans la Constitution ni dans les circulaires de l'Éducation nationale. Retour de manivelle avec des prétentions qui nous éloignent des vertus de la République. La politique gribouille conduit dans d'autres îles à des positions excessives,
comme en Nouvelle-Calédonie ou plus récemment en Polynésie. Dans ces deux cas, le gouvernement français a cru bon concéder aux résidents issus de métropoles des pouvoirs exorbitants qui rendaient leur position inexpugnable tout en méprisant l'aptitude aux responsabilités politiques des élus locaux. Cette démarche, pour le moins malheureuse, a entraîné des révoltes sanglantes comme à Ouvéa, et est à l'origine de tensions inquiétantes comme à Tahiti. Ailleurs, ce sont les populations blanches qui sont terrorisées par les actes illégaux de syndicats et de mouvements radicaux, comme dans les Antilles françaises. Le point commun à toutes ces situations est la totale défaillance de l'information. Nos institutions nationales sont méconnues, nos lois oubliées et notre mode de vie continental totalement flou. Les médias occultent leur véritable rôle d'informer et pour certains d'entre eux, restent à la solde du pouvoir local. Gageons qu'avec le développement du multimédia, la démocratie deviendra une exigence appuyée sur des connaissances objectives et multiples. Tout un univers sépare les anciens représentants de l'État, des nouveaux préfets de la République française. Naguère Soustelle en Algérie, Noguès au Maroc, Saurin en Guadeloupe, l'amiral Robert en Martinique, débarquaient comme de vrais ministres, content d'offrir aux populations locales la reconnaissance de l'État et quelques libertés complémentaires, pour disparaître quelques mois ou années plus tard, impuissants devant des révoltes matées avec une singulière brutalité. L'administration dans les DOM est aujourd'hui à l'image de la France. Notre pays s'est métissé et malgré les difficultés liées à l'intégration de populations marquées par l'islam, il gère les lois sans distinction d'origine, de couleur de peau ou de religion. La baisse de la démographie dans les pays européens incite à améliorer le sort de l'immigration officielle et la modification essentielle du Code civil et la reconnaissance progressive du droit de résidence. Va-t-on marginaliser des Martiniquais dans leur île alors que bon nombre d'insulaires occupent des postes importants dans la fonction publique en métropole ? L'argument est malhonnête et sert en premier lieu les intérêts des partis indépendantistes qui pointent du doigt la persistance de quelques mauvaises habitudes coloniales. Peu d'autochtones dans les îles réalisent le nouveau visage de la France, voire de l'Europe, parce qu'ils ne connaissent ni notre histoire ni notre évolution si ce n'est à travers le prisme mensonger d'un enseignement orienté, et il est facile de faire penser à une population naïve qu'il existe une collusion d'intérêts entre une bourgeoisie locale blanche et les représentants de la France. Notre vieux continent est devenu résolument pacifiste et de toutes les puissances, le plus proche du tiers-monde. La polémique récente avec la Turquie montre notre attachement à la reconnaissance des droits civiques fondamentaux, et la politique globale américaine suscite de nombreuses oppositions parmi les dirigeants européens. Il s'agit moins du conflit en Irak que des oukases de Bush sur l'avortement, la peine de mort, le mariage homosexuel. Le Français comme l'Européen, en l'an 2000, est un cartésien universaliste qui espère la libération des désirs et qui croit viscéralement au progrès technique comme à l'harmonie sociale. Il est vrai que dans les DOM, les anciens métropolitains intégrés dans la société locale ne sont pas toujours en phase avec cette évolution. Certains méprisent la cohésion sociale et revendiquent, à mots couverts, le droit à une suprématie dans les affaires politiques et économiques. Mais Paris n'est plus Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.